Merci beaucoup, Maurice, pour l'introduction. Il s'agit des pesticides et de l'air. Et je vais présenter un certain nombre de choses sur un système test destiné à évaluer les pesticides dans l'air et leur dépôt, par exemple, sur des zones non cibles, que ce soit des zones terrestres, donc du sol ou de l'eau. Que se passe-t-il en définitive lorsque nous parlons de pesticides dans l'air? Dans un premier temps, nous avons les choses que nous connaissons, à savoir lors de l'épandage, nous avons le drift que nous sommes en mesure d'évaluer. Il y a beaucoup de tableaux drift qui calculent précisément la courbe en fonction des conditions environnementales et en particulier pour les buses qui effectuent un spray très fin. Là, nous avons aussi un airborne, c'est-à-dire des particules qui vont être transportées par voie aérienne, mais qu'on ne peut pas mettre en lumière immédiatement. La deuxième partie, et c'est de cela dont je vais vous entretenir, après pulvérisation. La deuxième partie, c'est qu'après traitement, une fois que le drift, donc que la dérive est terminée, en fonction de la pression de la vapeur, des substances et de la matière active, une partie de la matière active va se détacher, va être au-dessus de la plante ou du sol. Et donc, cette partie-là va pouvoir dériver et se déposer dans une partie, dans une zone proche, ou alors va être transportée à plus longue distance. Donc, cette partie, c'est-à-dire le transport à longue distance de molécules, de restes de matière active pulvérisées, eh bien, pour l'estimer, il y a l'évaluation POP, c'est-à-dire ce sont les substances chimiques, organiques, persistantes, et ça, c'est le critère d'exclusion pour l'application, le traitement en Europe, à savoir la demi-vie de ces substances ne doit pas perdurer plus que 2 jours. Et cette partie-ci, c'est-à-dire les matières actives qui vont être volatilisées et qui vont à nouveau se redéposer sur le sol, sur les cours d'eau ou sur les plantes, ont fait l'objet d'analyses pour savoir ce qu'il en est des pesticides, mais souvent on les a un petit peu exclus de cette analyse. Mais ça peut avoir un impact énorme, comme vous le voyez sur ce transparent, à savoir, vous voyez le tableau de la dérive qui est exprimé normalement en chiffres et vous voyez ce que cela signifie sous forme graphique, c'est-à-dire une dérivation assez forte pendant l'application, le traitement et ensuite une baisse qui peut aller jusqu'à 20 mètres. Mais si vous avez par exemple une substance qui va avoir une grande volatilité, je vais revenir là-dessus dans un instant, à ce moment-là, outre cette charge directe de la zone où cela se situe précisément, c'est-à-dire cette zone qui jouxte l'application, le traitement, il y aura cette déposition qui va se produire après volatilisation de la zone cible à proximité. Et vous voyez qu'en fonction de la pression de la vapeur, ça peut être assez important. Alors bien sûr, on n'a pas toujours su cet élément. Il y a une histoire en Europe. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce point. J'ai un problème. Par exemple, en Allemagne, il y a eu une directive qui a été transposée dans les années 90 où il est dit qu'il faut tenir compte de cela
sous une forme qui permette de dire nous n'accepterons que les substances et nous les enregistreront si elles dépassent 20%, si elles arrivent à une volatilisation de plus de 20%. On l'a fait à l'époque sans pour autant tisser le lien avec les critères éco-toxicologiques de la substance. Et c'est la raison pour laquelle cette directive, qui a été transposée principalement en Allemagne, n'a pas tenu longtemps, 1 an uniquement. Mais malgré tout, le sujet présentait un intérêt pour l'Europe tout entière. Dans les années 90, il y a eu en Hollande un atelier qui a été organisé sur l'émission de pesticides dans l'air, qui à l'époque a un petit peu fait la synthèse des connaissances en la matière. Et au début de l'an 2000, il y a eu un nouveau groupe de travail qui a été constitué au niveau européen et qui s'est intéressé au sujet. Et là, la France était représentée. Maurice était un des représentants qui a participé à ces travaux. Jean-Claude en était aussi un autre collègue qui participait. Et donc, on a mis en exergue des critères pour savoir comment, avec des substances volatilisées, comment on devait agir. Alors, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ensuite, en 2003, il y a eu une publication chez Mosphère. Et l'autorité d'homologation allemande a effectué des analyses disant qu'il y avait des substances qui se volatilisaient après application, mais que ces substances, même dans une zone très proche, pouvaient se déposer de manière significative et pouvaient également, avec une dérive, entraîner une charge, une pollution des écosystèmes dans des circonstances particulières. Et l'Office fédéral a mis en place un modèle immédiatement pour procéder à une estimation de ces différents éléments, mais qui était vraiment très, très conservateur. Ça s'appelait EFA 1.1, Exposure via Air. Et nous avons réfléchi à l'époque pour savoir comment, avec des expériences sur la volatilisation après application, comment on pouvait mettre ce modèle en place. Et ce modèle était relativement compliqué, car contrairement à une dérive pure et simple, il s'agit de 2 processus, à savoir la volatilisation et ensuite le processus de redéposition sur des zones cibles. Et c'est un procédé qui, non pas comme la dérive, s'achève à partir de quelques minutes, de sorte que l'on a une durée d'expérience, de test de quelques minutes. Ce processus dure au moins 48 heures, voire 2 à 3 semaines pour certains. Et si vous voulez effectuer sur le terrain cette expérience, vous pouvez imaginer aisément que ce n'est pas chose simple de remettre en place et d'avoir une stabilité des conditions pour la modélisation, pour l'expérience, compte tenu de la direction du vent et de la vitesse du vent qui peuvent changer. C'est la raison pour laquelle, dans la littérature, il n'y a que de rares tentatives d'essais sur le terrain concernant la redéposition et la volatilisation. Et nous nous sommes dit, que pourrions-nous faire pour avoir une analyse assez pratique et opérationnelle de ce processus? Et nous avons conçu un tunnel de vent. Et ce tunnel de vent, une espèce de soufflerie, a un avantage dans la mesure où il s'agit d'une expérience in situ sur le terrain et qu'il y a des conditions de remise en état, de reproduction du test qui tiennent compte, qui permettent de simuler la vitesse du vent, la direction du vent. Et donc, dans un kit avec différentes matières actives, nous avons fait plus d'une centaine d'expériences avant de valider le système. Et pour vous donner une idée du système,
Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ce que vous voyez au fond, c'est une machine à vent qui fait fonctionner le tout. Et cette machine à vent, cette soufflerie, nous l'avons conçue avec l'Université technique de Kaiserslautern, car concernant la production du vent, il fallait veiller à ce qu'il y ait de l'air qui correspondrait à la quantité et aux conditions de l'air ambiant et du vent en milieu naturel. Et donc cette soufflerie, elle remplit les critères. C'était vraiment un défi technique qu'il a fallu relever et que nous avons pu mettre en place et faire accepter. Et ce que vous avez à l'intérieur, c'est un petit champ. Et dans ce petit champ, il y a par exemple du blé, ou alors vous avez une zone non traitée, une zone vierge. Et vous voyez que vous avez déjà une zone en dehors du vent. Le vent vient de là, de cette direction. Et vous avez là des petits cours d'eau simulés, ou alors vous pouvez mettre en place d'autres éléments. Et vous êtes donc en mesure, à partir de ce dispositif, de faire le décompte des parties, des éléments qui ont été volatilisés, qui se sont redéposés en dehors du champ, et de les mesurer. Et ça se fait après traitement avec des buses pratiques, et ces réservoirs sont remplis d'eau, et à ce moment-là, on peut procéder à un calcul, à un dépôt de ces matières organiques sur les plantes ou dans les cours d'eau, et donc en dehors du champ des cultures. Ce système travaille de manière très précise. Dans le graphique supérieur, vous voyez que lorsqu'on répète l'expérience, la significative, c'est-à-dire l'évaluation statistique de ces données obtenues, est tout à fait précise. Et ce que vous voyez dans le schéma du bas, avec les quelques essais in situ qui ont été effectués et que l'on a comparés, eh bien, on obtient à peu près les mêmes résultats. Il y en a un qui est effectué par Gottesbühr, deux de Siebers et leurs collaborateurs. Et donc, c'est la fonction déposition, une des fonctions de déposition que nous avons analysées dans nos tests, dans nos expériences, dans le tunnel avant. Et vous voyez que les résultats sont très proches des résultats effectués sur le terrain, mais malgré tout, ça reste très classique, très conservateur. C'est un petit peu au-dessus de la ligne. Si vous songez à l'homologation, les agréments, eh bien, ça va en tout cas dans le bon sens. Et ça a conduit à un nouveau programme, un nouveau simulateur intitulé EVA 2.0 qui tient compte des résultats de l'expérience dans le tunnel avant et qui est utilisé, appliqué en Allemagne pour procéder à une estimation, une analyse des répercussions dans les zones proches des cultures. Vous voyez que ce programme de calcul comporte principalement une répartition et une évaluation différente en fonction de la pression vapeur. Nous avons vu dans les nombreuses expériences que nous avons effectuées que nous pouvions constituer des classes de pression vapeur qui, de manière significative, se distinguent en matière de volatilisation et de dérive. La valeur la plus haute est obtenue dans toutes les matières actives avec une pression vapeur qui est supérieure à 5,10 puissance moins 3 pascal. Et si vous passez en revue les différents tests, c'est un élément. La deuxième catégorie, elle va de 5 à 10 moins 3 jusqu'à moins 4 et l'autre de 10 puissance moins 4 à 10 puissance moins 5 pascal. Et toutes les matières actives utilisées, lorsque la pression est inférieure à 5, 10 puissance moins 5, ne peuvent pas être validées. On n'a pas donc aucun impact et on n'est pas obligé de procéder à une investigation plus précise. Et c'est comme cela que c'est géré en Allemagne.
Alors, avec des outils expérimentels comme ceux que je viens de décrire, un tunnel à vent, on peut faire des tests, des expériences très différentes. Par exemple, bon, ce n'est pas autorisé, mais pour nous, c'est une substance test pour laquelle on sait que le potentiel de volatilisation est très fort. Et là, on voit comment, dans ce cas, la déposition et la volatilisation, même si on a une seule matière active, peuvent être très différentes en fonction de la volatilisation. Vous voyez le lindane, par exemple, au niveau de la superficie de la plante. Là, il n'y a absolument aucune liaison pour le lindane à la superficie de la plante. C'est la raison pour laquelle il y a une volatilisation beaucoup plus rapide, alors que vous voyez là le sol humide ou le sol sec, et vous voyez que sur le sol sec, le taux de volatilisation du lindane n'est pas si grand que cela, bien moindre même que ce que l'on pourrait supposer dans les sources littéraires dont on dispose. Une certaine actualité, c'est la chlomazone à laquelle vous avez été confronté peut-être en Allemagne. La chlomazone est une matière active qui fonctionne très bien, qui est utilisée pour le colza et qui a bien sûr un impact très fort, un effet important, mais présente un désavantage, c'est-à-dire que dans des très petites concentrations, il se retrouve dans des régions non cibles, par exemple dans des haies, des ronces, et il endommage à ce moment-là les plantes. Tous les critères d'utilisation sont remplis et il est vrai que la chlomazone est autorisée, mais la population, bien sûr, a très peur à cause des enfants principalement, craignant que des plantes, des baies par exemple, soient toxiques en présence de champs de colza. Et donc il y a eu un débat qui a fait la une et beaucoup d'analyses qui ont été effectuées sur cette matière active et nous y sommes intéressés et nous avons testé différentes formules de chlomazone pour voir le potentiel de volatilisation et de dérive et de redéposition. Vous voyez là la chlomazone sur terrain vierge et ensuite différentes mesures atmosphériques et ensuite les mesures sur eau, sur les buissons pour voir si au niveau monitoring on pouvait voir quelque chose. Et les résultats ont été intéressants, à savoir pour la chlomazone, d'ailleurs ça concerne également d'autres matières actives, ce qui importe c'est la pression vapeur, mais également la formule en question. Vous voyez deux exemples, par exemple une formule EC en rouge, et vous voyez la déposition cumulative en pourcentage de la quantité appliquée après 1, 2, 3 jours. Et en bleu, vous voyez un encapsulage, un micro-encapsulage qui fonctionne très bien dans ce cas de figure. Et cette déposition et cette volatilisation de la chromazone est donc fortement réduite. Et partant de là, avec ce tunnel avant, vous avez la possibilité de développer une formule, de choisir un design qui fasse que l'application soit adaptée aux circonstances et à l'environnement. Mais je dois dire qu'il y a aussi des micro-encapsulations en tant que formule, mais qui fonctionnent moins bien. Donc, ça dépend de la manière dont la micro-encapsulation a été réalisée. Mais en définitive, ça a conduit à ce que les producteurs de ces matières actives aient la possibilité, par exemple, de choisir des formules qui évitent le blanchiment, par exemple, de la plante
qui se trouve à proximité et qui ne doit pas être traité par la substance. Vous voyez les différentes formulations. ECCS. Et là, nous voyons un certain nombre d'exemples d'applications que nous traitons dans le domaine de l'air et des pesticides. Nous pouvons prendre par exemple la canne à sucre, toutes sortes de cultures. Nous pouvons prendre le blé, là ce sont les salades. Nous pouvons prendre également la concentration en air à différentes distances, la concentration dans le sol. Nous pouvons aussi prendre différentes cultures. Dans l'espace, nous avons développé un dispositif particulier, par exemple, pour effectuer les analyses dans les vignes ou les cultures fruitières. Nous pouvons également voir l'exposition, par exemple, de résidus liés à des particules au sol. Si, par exemple, l'agriculteur traite son sol, vous avez une dérive des poussières qui fait que ces particules poussières retiennent certains éléments de pesticides que l'on peut mesurer. Et ça encore, on peut travailler en utilisant les collecteurs pour avoir une idée très précise de ce qui se produit. Et ce que nous faisons depuis l'année dernière, nous l'utilisons aussi pour des aspects toxicologiques, car il ne s'agit pas que d'un sujet environnemental, il a également un impact toxicologique pour ceux qui sont sur le tracteur, c'est-à-dire les agriculteurs, mais les auxiliaires, c'est-à-dire ceux ou alors les personnes qui résident à proximité, pour lesquels il faut montrer que la concentration par voie d'inspiration, d'inhalation ou sur les vêtements ne dépasse pas certaines limites. Et là encore, c'est un système dont nous nous chargeons. Mais nous ne sommes pas obligés de prendre ce grand élément, ce tunnel avant, pour chaque cas de figure, car c'est un petit peu compliqué, il faut une présentation, une préparation. Si nous voulons avoir une orientation, par exemple, pour savoir ce qu'il en est du potentiel de volatilisation, pour trouver, par exemple, une nouvelle formulation pour une matière active, on peut le faire à plus petite échelle, un modèle réduit de test en laboratoire, où on peut effectuer un test préliminaire rapidement à petite échelle. Bien sûr, le résultat n'est pas comparable à l'espace naturel dans la mesure où ça se fait à petite échelle, mais malgré tout, on peut avoir une estimation assez précise des éléments auxquels on peut s'attendre avec le test en milieu naturel. Vous voyez, par exemple, le test en rouge, les résultats obtenus en laboratoire, et en bleu, même test effectué dans un tunnel avant. L'échelle n'est pas la même, mais c'est néanmoins une première bonne estimation préliminaire de ce que l'on va faire à grande échelle dans le tunnel avant. Et par exemple, on peut optimiser un certain nombre d'approches de formulation avant de passer à une grande expérience au sein du tunnel avant. Et j'en ai pratiquement terminé, j'arrive à ma conclusion. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, mis à part la dérive, il y a la volatilisation après traitement et déposition de la partie volatilisée à proximité du champ qui joue un rôle important. L'ampleur de la déposition dépend de la pression de la vapeur, mais il y a d'autres facteurs d'influence, comme par exemple les caractéristiques de la zone traitée, qu'il s'agisse d'une plante, qu'il s'agisse d'eau ou du sol, la formulation et la technique d'application en tant que telle. Les essais dans le tunnel avant que je vous ai montré permettent d'effectuer des tests et des études qui soient très proches de la réalité, pour lesquels les points importants, comme par exemple la vitesse et la direction du vent, sont contrôlés, donc des paramètres. Et ces études fournissent des résultats précis pour l'analyse, l'évaluation
d'une matière active et peuvent être transférées à la situation in situ. Et d'autres questions importantes dans le domaine des produits sanitaires et phytosanitaires sont bien sûr les composés transportés sur les longues distances, la dérive ou l'exposition. Je vous remercie de votre attention. Je remercie nos interprètes également.